Son silence est-il la preuve irréfutable de son indifférence? C'est la question qui vous ronge, n'est-ce pas? Cette absence, lourde, ce mutisme qui hurle à l'indifférence? Et pourtant, si je vous disais que plus il s'efforce de vous effacer de son esprit, plus votre absence résonne en lui comme un écho persistant? C'est un paradoxe cruel, une vérité que l'on peine à accepter. Mais c'est une force mentale bien réelle et souvent inconsciente qui le pousse à ressentir ce vide qu'il prétend vouloir ignorer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit pour démasquer ce mécanisme. Vous allez comprendre pourquoi son silence n'est qu'une façade, une tentative désespérée de contrôler ce qu'il ne peut maîtriser. Vous allez saisir comment cette force invisible le lie encore à vous, même quand il pense s'en libérer. Et en comprenant cela, vous sentirez une clarté nouvelle. Une sorte de libération qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre propre récit. Sigmund Freud, ce géant de la pensée, a passé sa vie à déchiffrer les énigmes du cœur et de l'esprit. Il a compris que derrière chaque tentative d'oubli, chaque façade d'indifférence, se cachent souvent des mécanismes de défense complexes, des conflits inconscients et parfois un vide que l'on a soi-même créé. Ce n'est pas un jeu de pouvoir ou une simple astuce psychologique. C'est une révélation sur la complexité de l'âme humaine, une invitation à regarder au-delà des apparences. Si cette perspective résonne déjà en vous, si vous sentez que quelque chose est sur le point de changer, alors prenez un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la cloche. C'est le pacte que nous faisons pour que ces vérités, ces clés qui transforment nos vies, continuent de vous être offertes. C'est une simple marque de réciprocité pour le chemin que nous allons parcourir ensemble. Dans les minutes qui suivent, nous allons démasquer les signes de cette connexion invisible, explorer les erreurs que l'on commet souvent en interprétant son silence et découvrir la grande virada. Une déclaration finale vous attend et un rituel puissant, un vrai rituel de vie de 21 jours, qui ne sera révélé qu'à la fin de notre échange. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque mot est une étape vers cette compréhension libératrice. Le silence, voyez-vous, n'est jamais vide. Il est toujours rempli de ce que l'on tait, de ce que l'on refoule, de ce que l'on essaie désespérément d'ignorer. Et c'est là que réside le premier secret, la première des vérités brutales et élégantes que nous allons explorer. Ce n'est pas son amour qui le retient, mais sa propre difficulté à gérer le vide que votre départ a laissé. Ce n'est pas une preuve d'affection, mais une manifestation de ses propres conflits internes. De ses mécanismes de défense face à une absence qu'il a lui-même provoquée. Nous allons appeler ce phénomène le syndrome du vide rémanent. Imaginez l'esprit comme un appartement parisien où chaque pièce est une expérience, chaque objet un souvenir. Quand une personne part, elle emporte une partie des meubles, des tableaux, laissant derrière elle un espace vide. Au début, on se dit que c'est une chance, une page blanche. On peut y mettre de nouvelles choses, réaménager. Mais pour celui qui a créé ce vide, qui a laissé partir ses souvenirs, l'espace n'est jamais vraiment vide. Il y a l'empreinte au mur, où était le tableau, la marque sur le parquet, où se trouvait la table basse. Ce sont des rémanences, des fantômes de ce qui fut. Et plus il essaie de peindre par-dessus l'empreinte, plus la forme de l'objet absent devient étrangement visible, presque en relief. Prenez l'exemple de cet homme, appelons-le Julien, un architecte parisien à la carrière brillante, mais à la vie sentimentale compliquée. Après une rupture douloureuse, il avait juré de vous oublier, de tourner la page. Il s'était plongé dans le travail, multipliant les projets, les dîners entre amis, les escapades le week-end, comme s'il fuyait un fantôme. Il évitait soigneusement les lieux que vous fréquentiez, les musiques que vous aimiez. Il avait même changé son itinéraire quotidien pour ne plus passer devant votre ancien café préféré du Marais. Il se forçait au silence, à l'indifférence, convaincu que c'était la voie de la guérison. Il pensait que chaque jour sans vous était une victoire. Mais au fond de lui, quelque chose résistait. Quelque chose ne collait pas. Un jour, alors qu'il se retrouvait seul dans son appartement impeccablement rangé, il a remarqué un petit espace vide sur l'étagère, là où se trouvait une statuette que vous lui aviez offerte lors de votre premier voyage ensemble en Provence. Il ne l'avait pas vue depuis des mois. Mais cette absence soudaine, cette petite tache de poussière plus claire, a fait remonter en lui une vague de mélancolie inattendue.
Ce n'était pas la statuette qu'il regrettait, mais ce qu'elle représentait, ce moment précis, ce rire partagé sous le soleil du Lubery. Le vide qu'il avait créé en vous éloignant, en jetant cette statuette, se manifestait. Il pensait vous avoir oublié, mais c'était l'absence de l'objet, l'absence de vous, qui venait de le frapper, non pas comme un coup de foudre, mais comme un écho lointain, une rémanence. Ce n'est pas un signe d'amour, non. C'est le signe d'un vide émotionnel qu'il n'a pas su combler, un espace qu'il a laissé béant en se protégeant. Et il y a d'autres signes, d'autres clés, que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Des indices subtils qui révèlent la véritable nature de cette force invisible. Je vous les montre déjà. L'un des premiers signes, souvent le plus visible pour qui sait regarder au-delà des apparences, est ce que nous pourrions appeler l'agitation feinte. C'est l'hyperactivité compensatoire, une sorte de frénésie qui s'empare de lui. Il est partout, soudainement plus présent sur les réseaux sociaux, multipliant les sorties, les voyages, les nouveaux projets avec une énergie presque forcée. Ce n'est pas la joie authentique d'une vie retrouvée, mais plutôt une tentative désespérée de remplir chaque recoin de son existence pour ne laisser aucune place au vide. Il cherche à se prouver et à prouver aux autres qu'il est passé à autre chose, qu'il est heureux, qu'il est libre. Mais cette démonstration est souvent trop parfaite, trop insistante pour être totalement sincère. Vous le percevez quand il partage des moments de bonheurs éclatants, des photos de groupes rieurs, des récits de week-ends idylliques, avec une fréquence inhabituelle. Il ne se contente pas de vivre, il s'affiche. Son sourire, bien que charmant, peut vous sembler un peu figé, ses yeux cherchant inconsciemment une validation, une confirmation que son silence est bien interprété comme de l'indifférence. C'est une fuite en avant, une tentative de noyer le poisson de son propre inconscient sous un flot d'activité. Votre micro-action ici, c'est d'observer sans jugement, de ne pas vous laisser emporter par l'illusion. Votre calme, votre capacité à ne pas réagir à cette mise en scène est votre force la plus silencieuse et la plus déstabilisante pour lui. Car face à son agitation, votre sérénité révèle la vacuité de son effort. Si cette clarté commence à s'installer en vous, si vous sentez que quelque chose se dénoue, alors prenez une seconde pour écrire un mot simple dans les commentaires. Un mot comme clarté ou libéré. Je lis chacun de vos messages et les plus pertinents reçoivent ma réponse. C'est notre façon de dialoguer, de construire ensemble. Et n'oubliez pas, le rituel puissant, celui qui scellera cette transformation, vous attend à la toute fin de cette exploration. Un autre indice, plus subtil mais tout aussi révélateur, est ce que j'appelle le syndrome du vide rémanent, qui se manifeste par le miroir inversé de l'oubli. Freud nous a enseigné que ce que l'on tente de refouler avec le plus d'ardeur, ce que l'on s'interdit de penser, revient souvent avec une force décuplée. Pour lui, s'efforcer de ne pas penser à vous, de ne pas se souvenir, c'est paradoxalement vous maintenir au centre de son attention inconsciente. L'interdiction rend la chose plus présente, plus obsédante. Vous le reconnaissez quand un sujet, qui était autrefois anodin, devient soudainement tabou. Une musique que vous aimiez ensemble, un restaurant où vous aviez vos habitudes, un ami commun. Il les évite, les contourne ou les aborde avec une gêne palpable. Il peut même aller jusqu'à effacer des photos, des messages, des traces de votre passage avec une précipitation qui trahit une intention bien plus profonde que la simple volonté de faire le ménage. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se souvenir de vous, c'est qu'il ne peut pas se permettre de vous laisser revenir dans sa conscience, car cela réactiverait le vide qu'il a tenté de masquer. C'est un mécanisme de défense maladroit, une tentative de contrôler l'incontrôlable. Pensez à cet ami commun, peut-être, qui vous raconte qu'il a soudainement cessé de fréquenter votre bistrot préféré près de la Seine, sans raison apparente, ou qu'il a vendu ce petit objet d'artisanat rapporté de votre dernier séjour en Normandie, alors qu'il y tenait tant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tentatives, souvent inconscientes, de gommer les rémanences, les empreintes de votre présence. Mais chaque effort pour effacer ne fait que souligner ce qui manque. Votre action ici est de ne pas chercher à réactiver ces souvenirs.
Laissez-le faire son propre travail de non-oubli. C'est un processus interne qui se déroule en lui, et toute tentative d'interférence ne ferait que renforcer sa résistance. Comprenez que ce qu'il fuit, c'est moins vous que son propre inconfort face à ce vide. Il y a un détail crucial que presque personne ne saisit dans ces moments. Un élément qui change toute la perspective et qui révèle la vraie nature. Freud nous a appris que l'ego, face à une perte ou à un vide qu'il n'a pas maîtrisé, déploie des stratégies souvent inconscientes pour maintenir une illusion de contrôle. Il ne veut pas tant vous oublier que se prouver à lui-même qu'il peut le faire, ou du moins qu'il gère parfaitement la situation. Le vide créé par votre départ menace son équilibre narcissique. Et c'est cette menace qui le rend incapable de vous effacer véritablement. Ce qui nous amène à un troisième signe, souvent méconnu, ce que j'appelle le syndrome du vide rémanent qui se manifeste par la curiosité masquée. C'est cette pulsion discrète, presque honteuse, de vouloir savoir. Il ne vous contactera pas directement, bien sûr. Ce serait admettre une brèche dans sa façade d'indifférence. Mais il va trouver des chemins détournés, des subterfuges, pour s'assurer que vous n'avez pas trop bien tourné la page. Imaginez un fleuve, la Seine, par exemple, qui coule tranquillement. Vous êtes une rive, il est l'autre. Il ne va pas traverser le pont pour venir vous parler. Mais il va envoyer une petite barque, un message dans une bouteille, juste pour voir si un ami commun qui vous pose des questions un peu trop précises sur votre nouvelle vie, un ancien collègue qui vous recontacte soudainement sans raison apparente, un profil qui consulte vos réseaux sociaux de manière anonyme ou via un compte secondaire, il peut même s'agir de rumeurs qui vous parviennent, des bribes. Chaque fois que vous ne réagissez pas à ces tentatives de surveillance déguisée, vous renforcez votre propre souveraineté émotionnelle. Vous lui montrez sans un mot que votre vie ne tourne plus autour de sa validation, que son silence n'est pas le vôtre. Mais attention, cette curiosité masquée n'est qu'une facette. Il y a une autre manifestation encore plus sournoise de ce syndrome. Une manière dont son inconscient tente de vous maintenir dans son orbite. Même s'il ne le réalise pas, un quatrième signe, souvent plus insidieux, est ce que nous appellerons le reflet déformé. C'est l'incapacité de le voir tel qu'il est réellement, une projection de ses propres manques et désirs sur vous, même en votre absence. Freud nous a montré que l'inconscient n'efface pas, il transforme, il déplace. Et quand il tente de vous oublier, il ne fait parfois que vous réinventer, vous idéaliser ou au contraire vous diaboliser, afin de justifier son propre vide. Imaginez un artiste peintre sur la place du Tertre à Montmartre. Il a commencé un portrait, puis l'a abandonné. Mais l'image de cette personne, même inachevée, reste dans son esprit. Au lieu de la revoir telle qu'elle était, il va la terminer dans son imagination, ajoutant des traits, des couleurs, une expression qui n'était pas là, ou au contraire, effaçant des défauts qu'il ne voulait plus voir. Ce qu'il voit n'est plus la réalité, mais une version modifiée, une projection de son propre désir ou de sa propre déception. Vous le peut-être par des remarques d'amis communs qui vous rapportent qu'il vous décrit d'une manière qui ne correspond plus à la réalité de votre être. Soit il vous idéalise, se souvenant des bons moments avec une nostalgie exacerbée, oubliant les difficultés qui ont mené à la rupture. Soit il vous diabolise, vous attribuant des défauts ou des intentions que vous n'avez jamais eues, afin de justifier. Ne laissez pas ces reflets déformés, ces échos lointains, altérer la perception que vous avez de vous-même. Vous savez qui vous êtes, ce que vous avez vécu. Sa version de l'histoire, qu'elle soit idéalisée ou diabolisée, n'est que le symptôme de son propre travail inconscient pour gérer le syndrome du vide rémanent. Elle n'a aucune emprise sur votre valeur ou votre chemin. C'est une libération de comprendre que ses pensées à votre égard sont avant tout le reflet de ses propres tourments, pas d'une vérité objective vous concernant. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà faire un pas de géant. Mais il y a une erreur fondamentale que la plupart des gens continuent de commettre, une erreur qui maintient ce jeu de force en place, une erreur que vous allez pouvoir éviter. Je vais vous la révéler et avec elle, la promesse d'une vraie virada. L'erreur fondamentale,
celle qui vous maintient dans un cycle d'attente et de frustration, est de croire que son silence, son éloignement, ou même ses tentatives masquées de vous surveiller, sont des indices de son amour latent, ou qu'ils exigent de votre part une réaction pour le faire revenir. Vous pensez à tort que si vous agissez d'une certaine manière, en vous affichant heureuse, en l'ignorant ostensiblement, en essayant de le rendre jaloux, vous allez le faire réagir, le faire réaliser ce qu'il a perdu. Mais c'est précisément là que le piège se referme. En cherchant sa validation, sa réaction, vous lui donnez sans le savoir le pouvoir de définir votre propre valeur. Vous le placez au centre de votre monde, même quand vous essayez de l'en exclure. Pourquoi cette stratégie échoue-t-elle si souvent, surtout dans une culture comme la nôtre où l'on valorise tant la démonstration des sentiments? Parce que, comme Freud l'a si bien compris, l'inconscient est un maître du déguisement. Toutes ces tentatives de le faire réagir ne font que nourrir son ego, renforcer son illusion de contrôle. Il ne voit pas votre absence comme une perte, mais comme une confirmation que vous êtes toujours là, en attente, même indirectement. Le syndrome du vide rémanent dont nous parlions ne se comble pas par votre insistance, mais par son propre travail interne. Vos actions, si elles sont perçues comme une tentative de le ramener, sont juste une preuve qu'il a toujours un certain pouvoir sur vous. Il interprète votre agitation comme la preuve que son silence fonctionne, que vous êtes toujours dans son orbite. C'est un jeu de miroir déformant, une impasse émotionnelle où chacun attend que l'autre fasse le premier pas, mais pour les mauvaises raisons. Il ne s'agit pas de le faire ressentir votre absence, car il la ressent déjà à sa manière, comme un conflit interne. Il s'agit de vous libérer de l'attente de sa réaction. La vraie virada, le changement de perspective radicale, ne réside pas dans ce que vous devez faire pour lui, mais dans ce que vous devez comprendre pour vous. C'est le moment de réaliser que sa difficulté à vous oublier n'est pas une preuve de son amour, mais une manifestation de ses propres conflits inconscients, de ses mécanismes de défense face à un vide qu'il a lui-même créé. C'est pas un jeu de pouvoir, mais une révélation de la complexité de l'âme humaine. En saisissant cela, le pouvoir change de camp. Il ne s'agit plus de savoir s'il pense à vous, mais de savoir ce que vous pensez de cette dynamique. C'est une compréhension qui vous libère de l'illusion que son comportement est une mesure de votre valeur. C'est une vérité brutale, oui, mais élégante dans sa simplicité. Son inconscient travaille à le lier à vous. Mais elle passait ses soirées à scruter ses réseaux sociaux, à espérer un signe, à interpréter chaque silence comme un message codé. Elle a même tenté de le croiser, par hasard, dans leur quartier des Chartrons, près des quais. Elle pensait que le voir, ou qu'il la voie, réactiverait quelque chose en lui. Mais chaque tentative la laissait plus vide, plus déçue. Elle était prise dans l'erreur fondamentale, essayer de faire quelque chose pour lui. Un jour, en discutant avec une amie, elle a réalisé qu'elle était en train de vivre la relation à travers le prisme de ses réactions. Elle a compris que son ex n'était pas indifférent à son absence, mais qu'il était incapable de gérer le vide qu'il avait lui-même orchestré. Ce n'était pas un manque d'amour pour elle qui le faisait agir ainsi, mais un manque de capacité à se confronter à ses propres émotions. Cette prise de conscience a été la virada pour Élise. Elle a arrêté de regarder ses réseaux, a cessé de chercher des coïncidences. Elle s'est concentrée sur son propre chemin, ses cours d'œnologie, ses amis. Elle a commencé à se remplir, non pas pour le prouver à son ex, mais pour elle-même. Et c'est là que le paradoxe a opéré. En se détachant de l'attente de sa réaction, elle a créé un vide réel dans sa propre vie. Un vide qui n'était plus comblé par la recherche de sa validation. C'est à ce moment-là que, de manière inattendue, son ex a recommencé à envoyer des signaux, non pas d'amour, mais de curiosité masquée, comme si l'absence de sa réaction à son silence l'avait déstabilisé. Il ne s'agissait plus de le faire revenir, mais d'avoir le choix de ce qu'elle voulait faire de ces signaux. Elle était passée de la carence à la souveraineté émotionnelle. Si cette histoire résonne en vous, si vous sentez que c'est une clé qui s'insère, alors prenez une minute pour écrire un mot dans les commentaires, un mot qui incarne cette virada pour vous. Écrivez choix ou souveraineté. Je vous lis attentivement
et je réponds personnellement aux messages les plus profonds. C'est notre façon de construire cette communauté d'esprit éclairé. Et n'oubliez pas, le rituel puissant, celui qui va ancrer cette transformation pour 21 jours, vous attend à la toute fin de cette session. Maintenant, pour vous donner un avant-goût de cette nouvelle approche, voici une micro-outil d'application immédiate. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de réagir à son silence, de chercher un signe ou d'interpréter ses actions ou inactions à travers le prisme de votre propre désir, arrêtez-vous un instant. Posez-vous cette question simple: est-ce que cette pensée ou cette action me mène vers ma propre souveraineté ou vers la validation de l'autre? La réponse est souvent un miroir. Il y a une phrase ancre et un rituel bien plus profond qui attendent d'être révélés. Ils sont la clé pour sceller cette nouvelle compréhension et transformer votre quotidien. Gardez cela en tête, car ce qui vient ensuite est la pièce maîtresse. Dans notre culture française, où l'élégance et la maîtrise de soi sont souvent valorisées, l'idée de montrer de la faiblesse ou de l'incapacité à gérer une rupture est perçue comme un échec. On s'efforce de paraître fort, indifférent, de garder la tête haute, même quand le cœur saigne. C'est une sorte d'armure sociale, et c'est précisément cette armure qui empêche la guérison authentique. Quand il s'efforce de vous oublier, ce n'est pas toujours par dédain, mais par une tentative désespérée de protéger son propre amour-propre, de ne pas admettre que votre absence a créé une brèche dans son monde. Il ne veut pas tant vous effacer que se prouver à lui-même qu'il n'est pas affecté, qu'il est capable de passer à autre chose sans scier. C'est une performance, une illusion qu'il maintient pour lui-même avant tout, et parfois pour son entourage. Le problème, c'est que cette performance épuise. Elle crée une tension interne. Plus il s'obstine à fermer les yeux sur le vide, plus ce vide devient pesant, omniprésent. Le syndrome du vide rémanent ne se résorbe pas en l'ignorant, mais en le reconnaissant, en le traversant. Et tant qu'il refuse de le faire, tant qu'il s'accroche à l'idée de vous effacer par la force de sa volonté, il reste enchaîné à votre absence. Ces mécanismes de défense, loin de le libérer, le maintiennent dans un état de conflit. La plupart d'entre nous, imprégnés par des récits romanesques ou des comédies populaires françaises, croient qu'il suffit d'un acte de bravoure, d'une déclaration passionnée ou d'une absence dramatique pour faire renaître la flamme. On imagine la scène digne d'un film de Claude Lelouch où une poursuite effrénée à travers Paris mène à des retrouvailles émouvantes. Mais la réalité de l'inconscient, elle, est bien plus terre-à-terre et bien plus complexe. Le syndrome du vide rémanent ne se nourrit pas de vos efforts pour le reconquérir, mais de son propre refus de se confronter à ce qu'il a perdu. Il ne s'agit pas de savoir s'il vous aime encore, mais de comprendre ce qui se joue en lui. Son silence, ses tentatives de surveillance masquée, son hyperactivité feinte, tout cela n'est qu'un écran de fumée derrière lequel il tente de dissimuler le malaise profond que génère votre absence. Il ne veut pas vous oublier, il veut oublier le vide que votre départ a créé en lui. Et c'est une nuance capitale. Un cinquième signe, moins évident encore, mais d'une pertinence frappante une fois qu'on le discerne. Et ce que nous appellerons l'écho de la comparaison inconsciente. C'est une manifestation du syndrome du vide rémanent où il cherche à combler l'espace laissé vacant, mais avec des substituts qui, inconsciemment, ne font que souligner votre absence. Imaginez un collectionneur d'antiquités dans un marché aux puces de Saint-Ouen. Il a perdu une pièce rare, un objet unique qui ornait sa cheminée. Il va chercher à la remplacer, mais chaque nouvel objet qu'il ramène, même magnifique, ne fait que lui rappeler l'original. Il ne voit pas la beauté de la nouvelle pièce, mais l'ombre de celle qui manque, la forme du vide qu'elle est censée combler. Il ne cherche pas une nouvelle compagne pour elle-même, mais une femme qui, d'une manière ou d'une autre, remplit un rôle que vous occupiez sans jamais y parvenir pleinement. Vous le percevez quand il s'engage dans de nouvelles relations qui semblent, à première vue, très différentes de ce que vous étiez ensemble, ou au contraire, étrangement similaires. Il peut s'agir de quelqu'un qui a des traits de caractère opposés aux vôtres, comme s'il tentait de fuir votre souvenir en choisissant l'exact opposé.
Ou bien, il peut s'agir de quelqu'un qui partage des passions, des habitudes, voire des manières de parler qui vous rappellent étrangement les vôtres. Dans les deux cas, la nouvelle personne est moins une fin en soi qu'un moyen de gérer le vide. Ce n'est pas un choix authentique, mais une tentative de répliquer ou de contraster l'empreinte que vous avez laissée. Il ne cherche pas une âme sœur, mais un pansement pour le vide qu'il a du mal à nommer. Sa relation n'est pas la preuve qu'il est passé à autre chose, mais la preuve qu'il essaie désespérément de combler un espace qui, pour l'instant, ne peut l'être que par le cheminement intérieur. Votre micro-action ici est de ne pas vous laisser envahir par la jalousie ou l'amertume si vous le voyez avec quelqu'un d'autre. Comprenez que cette personne n'est pas votre remplaçante, mais une tentative de son inconscient de gérer le syndrome du vide rémanent. Son choix n'est pas un jugement sur votre valeur, mais un reflet de son propre état émotionnel. En le voyant ainsi, vous vous détachez de l'équation. Vous cessez d'être une pièce dans son jeu pour redevenir l'architecte de votre propre bonheur. Ce sont des vérités difficiles à entendre, n'est-ce pas? On voudrait croire au grand amour qui défie tout, même l'absence. Mais la réalité est souvent plus complexe, et c'est dans cette complexité que réside une force insoupçonnée. Une force qui vous attend une fois que vous avez lâché prise sur l'illusion. Et si je vous disais que la clé pour transformer tout cela ne réside pas dans ce que vous faites pour le faire réagir, mais dans la façon dont vous vous réappropriez votre propre récit. C'est une question de perspective, un changement de paradigme qui va bien au-delà de la simple psychologie de surface. Il y a une phrase ancre et un rituel qui sont conçus précisément pour cela, pour vous aider à sceller cette nouvelle compréhension dans votre quotidien. Pas comme une astuce, mais comme un véritable chemin d'émancipation. Vous les découvrirez dans les toutes dernières minutes de notre échange. Ne partez pas, car la puissance de cette transformation est à portée de main. La puissance de cette transformation est à portée de main. Oui, mais elle demande de déconstruire une dernière illusion, une conviction tenace qui nous emprisonne souvent plus que les actions de l'autre. Nous pensons que la clé pour le libérer de son syndrome du vide rémanent, et par extension nous libérer nous-mêmes, réside dans une sorte de performance, de démonstration de force ou d'indifférence. Nous nous disons qu'en affichant notre bonheur, notre succès, ou en nous montrant avec quelqu'un d'autre, nous allons provoquer une prise de conscience en lui, un regret, une jalousie qui le ramènera. Mais c'est une erreur de calcul. Une erreur qui ne fait que renforcer son propre mécanisme de défense, son illusion de contrôle. Pensez à un souffleur de verre d'art à bio, travaillant une matière incandescente. Plus il s'efforce de la modeler d'une certaine façon, plus la matière, si elle n'est pas prête, résiste ou se brise. L'inconscient fonctionne de manière similaire. Quand vous tentez de le manipuler à travers des signaux extérieurs, il ne voit pas votre absence comme une perte, mais comme une tentative de réactiver un lien qu'il s'efforce de couper. Il ne perçoit pas votre bonheur comme une aspiration authentique, mais comme une tactique. Et cela, loin de le déstabiliser, le conforte dans sa stratégie de refoulement. Il se dit « Elle est toujours là à essayer de m'atteindre. Mon silence fonctionne. » Votre énergie, au lieu d'être dirigée vers votre propre reconstruction, est encore investie dans la relation, même si c'est pour tenter de la faire basculer. La véritable force, celle qui bouscule son inconscient, n'est pas dans l'action que vous entreprenez envers lui, mais dans l'action que vous entreprenez envers vous-même. C'est en vous détachant de cette attente, de ce besoin de sa réaction, que vous lui enlevez le pouvoir. C'est en devenant indifférente à son indifférence feinte que vous créez un vide d'un tout autre ordre, un vide de validation. Et ce vide-là, il ne peut pas le combler par ses propres mécanismes de défense. Il ne peut pas l'ignorer, car il ne s'agit plus de votre vide à lui, mais de son propre manque de prise sur votre monde. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui, habitué à anticiper tous les coups de son adversaire, se retrouve face à un silence total, un plateau vide où l'autre ne joue plus. La partie s'arrête, non par abandon, mais par une redéfinition des règles.
Ce qui se passe, imaginez une jeune femme, Chloé, une couturière talentueuse de Lyon. Après une rupture douloureuse, elle avait l'habitude de se morfondre, d'attendre un message, un signe de son ex. Elle avait même tenté de lui envoyer des photos de ses nouvelles créations, espérant une réaction, mais rien. Un jour, une amie lui a dit « Chloé, tu n'es pas une robe que l'on essaie et que l'on rejette. Tu es l'artiste qui crée. » Chloé a décidé de prendre cette phrase au pied de la lettre. Elle a cessé d'envoyer des signaux, a arrêté de vérifier ses messages. Elle s'est plongée corps et âme dans son atelier des pentes de la Croix-Rousse, créant des pièces uniques, non pas pour impressionner son ex, mais pour elle-même, pour exprimer sa propre vision. Elle a même commencé à vendre ses créations dans des marchés d'artisans locaux, rencontrant un succès inattendu. Ce faisant, elle a non seulement retrouvé sa joie de vivre, mais elle a aussi créé un véritable vide de validation pour son ex. Il ne recevait plus de nouvelles, ne voyait plus de tentatives de contact. Ce silence de sa part, cette absence d'attente, a été bien plus puissant que n'importe quelle tentative de le rendre jaloux. Il a commencé à entendre parler de son succès par des amis communs, à voir ses créations sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'elle les lui envoyait, mais parce qu'elle rayonnait d'elle-même. Ce n'était plus une performance pour lui, mais une vie construite pour elle. Il a été déstabilisé, non par un acte de reconquête, mais par une absence totale de besoin de sa part. Il a réalisé que le vide qu'il avait créé n'était plus un espace d'attente, mais un espace où elle avait bâti quelque chose de magnifique sans lui. Cette histoire de Chloé illustre parfaitement le reframe. La stratégie commune, celle de l'attente ou de la provocation, échoue car elle maintient le focus sur l'autre. Le syndrome du vide rémanent ne peut être réellement déjoué que lorsque vous changez votre propre centre de gravité émotionnelle. Ce n'est pas le faire revenir qui importe, mais redevenir maîtresse de votre propre univers. C'est une vérité brutale, oui, mais elle est empreinte d'une élégance rare, celle de la liberté. Alors, si cette perspective vous éclaire, si vous sentez que votre souveraineté est à portée de main, je vous invite à écrire « Liberté » dans les commentaires. Chaque mot est une affirmation de votre chemin, et je lis attentivement chacun d'eux. C'est notre façon de nous connecter, d'avancer ensemble. Et rappelez-vous, la phrase ancre et le rituel qui vont sceller cette transformation pour les 21 prochains jours vous attendent dans les toutes dernières minutes. La puissance de ce qui vient est immense. Pour vous aider à ancrer cette idée dès maintenant, voici une micro-outil à intégrer dans votre quotidien. Chaque matin, avant même de regarder votre téléphone, prenez un instant pour vous demander quelle est la chose la plus importante que je peux faire pour moi-même aujourd'hui, indépendamment de toute personne ou situation extérieure. Et engagez-vous à faire cette chose, même petite. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'un acte de souveraineté. C'est une manière de reprendre le contrôle de votre attention, de votre énergie et de la diriger vers votre propre épanouissement. Mais alors, si son inconscient travaille à vous garder présent par le biais de ce syndrome du vide rémanent, comment faire pour que votre conscience ne soit plus captive de son mécanisme? Comment briser ce miroir déformant pour enfin embrasser votre propre reflet entier et lumineux? C'est la question fondamentale, et la réponse réside dans une décision, un engagement profond envers vous-même. Une décision que vous allez pouvoir prendre avec la phrase ancre et le rituel que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous, car le moment est venu de sceller cette transformation. Le moment est venu de sceller cette transformation, de graver cette nouvelle compréhension dans votre essence. La phrase ancre que je vous offre aujourd'hui, celle qui résonne avec le paradoxe initial et le reframe que nous avons exploré, est la suivante. Son vide et son combat, ma plénitude et ma victoire. Répétez-la, laissez-la s'infuser. Elle n'est pas une formule magique, mais une déclaration de souveraineté. Pour ancrer cette vérité, je vous propose un rituel de la présence sereine à pratiquer pendant 21 jours. Premièrement, chaque matin, avant même de toucher votre téléphone, respirez profondément 5 fois en pensant
Je suis la source de ma propre énergie. Deuxièmement, chaque fois que son souvenir ou l'envie de vérifier son activité vous assaille, dites mentalement la phrase ancre « Son vide est son combat, ma plénitude est ma victoire ». Ne le repoussez pas, reconnaissez-le, puis réaffirmez votre centre. Troisièmement, chaque soir, notez dans un carnet 3 choses que vous avez faites pour vous, sans aucun lien avec lui ni avec son absence. Une petite victoire, un moment de joie, une nouvelle découverte. Quatrièmement, accordez-vous 15 minutes par jour, sans exception, à une activité qui nourrit votre passion, qu'il s'agisse de lecture, de création, de promenade dans un parc parisien ou d'une dégustation de fromage. Cinquièmement, avant de vous endormir, répétez à voix haute « Mon absence fait sa force ». C'est une démarche profonde, non une astuce superficielle. C'est la compréhension que sa difficulté à vous oublier n'est pas une preuve de son amour, mais une manifestation de ses propres conflits inconscients, de ses mécanismes de défense face à un vide qu'il a lui-même créé. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, mais une révélation de la complexité de l'âme humaine telle que Freud nous l'a enseignée. Pour ceux qui ont compris cette vérité libératrice, je vous invite à écrire dans les commentaires et à copier-coller cette déclaration exacte « Mon absence fait sa force ». Si ce message a fait écho en vous, s'il a allumé une lumière, alors c'est le moment de nous le montrer. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la pensée de Freud pour ne jamais manquer ces vérités qui transforment et activez la cloche. Partagez-la avec une personne qui, vous le savez, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. C'est notre façon de construire une communauté où chacun peut retrouver sa souveraineté. La prochaine fois, nous plongerons plus profondément dans la manière dont les compulsions à la répétition se manifestent dans nos choix amoureux et comment briser ces cercles vicieux qui semblent nous piéger éternellement. Nous explorerons aussi comment le concept freudien du narcissisme peut éclairer ces relations où l'autre semble toujours se regarder dans un miroir et comment identifier ces dynamiques pour mieux vous protéger. Ces 2 vidéos apparaîtront sur votre écran maintenant. Car si son inconscient travaille toujours à le lier à vous, qu'en est-il du vôtre et de ce qu'il vous murmure sur votre propre chemin d'émancipation ?